Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. À 2 ans des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, plusieurs partis politiques s'organisent. Si les élections de 2025 ne se feront pas sans le COJEP de Charles Blé Oudé, le RHDP, lui, se renforce de plus en plus pour la victoire en 2025. Le PDCI RDA a un nouveau président, le 3e de son histoire, Tidjane Thiam. Le cap sera mis désormais sur 2025. Comment le PDCI se prépare face à la machine du RHDP pour inverser les tendances en 2025? On en discute dans cette émission. 2 invités sur notre plateau. Koulibaly Doyeri est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur. Au plaisir de vous retrouver. Plaisir. Après les questions liées à l'économie, beaucoup plus sur la politique. Merci. Vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. Avec nous également Emmanuel Oka. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Oumar. Vous êtes juriste et militant du PDCI RDA. Tout à fait. Donc, on apprendra beaucoup de vous. Absolument. Sur ce plateau. Alors, entrons dans notre sujet. L'actualité politique en ce moment est marquée par beaucoup de situations, beaucoup de faits. Koulibaly Doyeri, lorsque vous regardez cette actualité politique en Côte d'Ivoire, quels sont les faits marquants pour vous? Le premier fait marquant, c'est que tout le monde est en train de préparer 2025. Quand on prend le RHDP qui est en train de renouveler ses structures spécialisées, le PDCI qui procède à l'élection d'un nouveau président, d'ailleurs que je félicite à partir de votre plateau, le président Tidjane Thiam, le PPACI qui est en train de faire aussi ses armes avec l'élection de la présidente de la Ligue des femmes, Madame Hortense, que je félicite pour sa brillante élection. Malheureusement, l'élection du président de la Ligue des jeunes du PPACI a été reportée par des menaces qu'ils ont dit venir, je pense que de leur état-major. Et là, on a mis un intérimaire. Voilà, on a mis un intérimaire. On souhaite que ça s'organise le plus tôt possible pour que l'environnement politique soit encore plus intéressant pour 2025. Très bien. Alors, Emmanuel Oka, c'est vrai que vous étiez au four au moulin en tant que militant PDCI par rapport à l'élection du nouveau président du parti, mais vous avez également une vue large sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quels sont les faits qui sont les plus marquants pour vous? Alors, le fait le plus marquant, à mon avis, c'est le décès du président Henri Konan Bédié, déjà le 1er août de cette année, à qui je souhaite un repos éternel à son âme, dans la paix. S'en est suivi l'élection régionale et municipale dernier, qui a vu une domination effective du RHDP, mais on note également une véritable résilience du PDCI-RDA. Et puis le renouvellement des structures de chaque parti politique et tout dernièrement l'élection de M. Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA que nous saluons. Et nous souhaitons véritablement un renouvellement de toutes les structures spécialisées du parti afin que nous puissions préparer 2025 avec le maximum de certitude et de sérénité possible. On peut dire depuis 10 ans et voire plus, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie, s'impose au niveau des élections. Alors, Koulibaly Doyeri, de votre point de vue, qu'est-ce qui est en faveur du RHDP pour que cette machine-là puisse effectivement produire de tels résultats? Son organisation, son implantation, parce que c'est le parti aujourd'hui, on va dire, qui couvre tout le territoire national de la République de Côte d'Ivoire. On l'a vu lors des élections, oui, vous avez les candidats partout. Vous avez, par exemple, les élections municipales, le RHDP, je pense à 120 et quelques communes sur 201 communes. Le RHDP a également 25 régions sur 31 régions, avec, on va dire, l'action ou l'appui du pouvoir, parce qu'il ne faut pas ignorer cela, ouais. C'est le parti au pouvoir. Les actions menées par le RHDP, le président de son parti, le président Alassane Ouattara, à la tête de la République de Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est tous ces arguments qui militent en sa faveur et surtout en son implantation, tant nationale que, on va dire, internationale. D'accord. Certains le disent, le RHDP fait rêver, c'est ce qu'on entend dire. Est-ce que vous, un militant du PDCI RDA, vous êtes d'accord avec un tel avis? Alors, aucune analyse objective ne peut prétendre dire que le RHDP fait rêver. On va analyser ensemble les résultats des élections locales dernières. C'est dû notamment à un découpage électoral fantaisiste. Les gens sont élus maires avec 600 voix.
On a des communes avec à peine 2000 ou 3000 habitants. Mais comment est-ce qu'avec ce découpage électoral léonien qui donne une part belle avec un peu plus de 75 communes dans la partie septentrionale du pays, on s'attend à ce que des partis autres que le RHDP puissent avoir des voix. Je vous rappelle qu'en 2020, un parti qui est notamment proche du RHDP, le GPS de Guillaume Soro, a eu des militants qui ont été assassinés parce qu'ils avaient tenté de faire des activités politiques dans la partie septentrionale. Pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est l'une des raisons, par exemple, pour lesquelles le ministre Tidjane Thiam estime que l'une des premières actions qu'il va mener à la tête du PDCADA, ce sera la reconquête du Nord, entre autres. Aussi, cela s'explique par une commission électorale qui est totalement inféodée au RHDP. Donc, entre autres, voici des raisons qui justifient la prédominance du RHDP lors des élections locales. Pour revenir à l'une des raisons que vous évoquez sur le découpage électoral, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Le PDCI avait la possibilité, comme les autres partis, de couvrir le territoire national. Êtes-vous en train de dire qu'encore à l'heure actuelle, il y a encore des menaces qui pèseraient sur certains partis politiques qui veulent bien aller faire campagne, ou du moins aller s'implanter dans les différentes parties du pays? Alors, je viens de vous donner l'exemple du jeune militant du GPS qui a été assassiné pour son opinion politique parce qu'il n'était tout simplement pas RHDP et qu'il avait tenté de faire une activité politique dans la partie nord. Ça, c'est l'une des premières raisons. Ensuite, vous essayez d'expliquer le fait que le PDCI devrait endosser le découpage électoral. Non, on ne peut pas endosser cela. Je vous rappelle qu'il y a eu un bureau politique en 2012 où déjà nous dénoncions ce découpage électoral-là. Et nous sommes allés à un congrès ordinaire en 2013 où nous avons encore dénoncé ce découpage électoral. Donc nous ne sommes pas du tout partie prenante à ce découpage électoral. Et c'est ce qui justifie pour vous... c'est l'une des raisons. L'une des raisons. Nous avons également notre part de responsabilité, notamment des turpitudes internes. Moi, je parle par exemple de la région du Nzi où le PDCI perd parce qu'on a deux candidats. Qu'on associe leur voix, on se retrouve avec quasiment 70% des suffrages exprimés. Et ces cas-là sont légion dans bien nombre de communes. Parlons un peu des alliances. Beaucoup de partis politiques ont fait des alliances. Le PPACI s'est allié au PDCI RDA, mais on s'est rendu compte que ça n'a pas marché comme on l'estimait. Qu'est-ce qui a joué qu'est-ce qui est à la base? Moi, je pense que en Côte d'Ivoire, et c'est d'ailleurs cela qui est l'une des raisons de la force du RHDP sur le terrain, il faut savoir faire profil bas. Aujourd'hui, l'opposition, je prends tout simplement l'élection municipale au niveau de Yopougon. Quand le RHDP envoie une machine comme le président de l'Assemblée nationale, le président Adama Bitogo, le PDCI et le PPACI jouent à un jeu très dangereux en allant à rang dispersé. Oui. Pour quel objectif et pour quel résultat? Pour moi, c'est un problème de leadership. Qui mène l'opposition? Alors qu'il faut savoir descendre de son piédestal et voir la réalité du terrain. Quand on fait une réelle politique, on fait une analyse pertinente du terrain, on regarde s'il faut mettre nos forces ensemble pour attaquer et ça fera plus de force. Moi, je pense que c'est parce que l'opposition n'arrive pas à faire profil bas l'un envers l'autre pour créer une réelle opposition qui va aller contre le RHDP. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'opposition a des problèmes de pénétration sur le terrain. Moi, c'est une analyse pertinente, simple à mon avis. Au cours de l'émission, on parlera un peu aussi du PDCI par rapport à de probables offres, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'en ce moment le PDCI est prêt à pouvoir, s'apprête ou est prêt à pouvoir affronter le RHDP. Parlons un peu de tout ce que nos yeux voient et constatent, mais vous êtes des analystes aussi politiques, vous pourriez nous en dire davantage. Est-ce que le bilan du RHDP, au bout de bientôt 15 ans, est-ce que c'est un bilan qui est satisfaisant pour vous? Est-ce que c'est un bilan qui a beaucoup de points positifs? Alors, en toute objectivité, pour être honnête, le RHDP a quand même des choses à son actif, notamment la réalisation d'un certain nombre de chantiers. Et donc, on pourrait dire qu'au plan structurel, infrastructurel, il y a eu quand même des avancées. Notamment la réalisation des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique qu'avait prévu le PDCADA. Mais le développement, ce n'est pas seulement structurel ou infrastructurel. Le développement, c'est l'amélioration surtout des conditions de vie. Il faut permettre aux populations de pouvoir se soigner convenablement, de pouvoir être éduquées convenablement.
Et entre autres, à ce niveau-là, on peut dire que le RHDP a lamentablement échoué parce que jusqu'à ce jour, on a encore toutes les personnes qui ont un peu de moyens. Dès qu'ils toussent, ils prennent l'avion pour aller se soigner hors du pays. Donc ce sont des indices qui montrent à souhait qu'à un certain nombre de niveaux, il y a énormément de choses à corriger. Il y a bien entendu des avancées tout de même. Au niveau de l'éducation, il y a des réformes qui ont été faites. Au niveau de la santé, il y a probablement beaucoup de choses qui ont été faites. Oui, avec surtout la chance que nous avons d'avoir l'occasion d'organiser la CAN en 2024, qui va d'ailleurs démarrer très bientôt pour finir en février. Ça a permis à la Côte d'Ivoire de s'organiser. Alors, laissez-moi vous dire que moi, souvent, quand je fais des analyses, bon, il y a des expressions personnelles que je dis dans mes débats. Moi, il y a des panafricanistes, que je vais dire du panafricanisme stérile, et un autre volet de panafricanisme que j'appelle panafricanisme fécond, qui permet de prendre de la hauteur sur beaucoup de choses et se concentrer sur l'organisation et le développement de sa patrie. Et c'est ce que fait le président Alassane Ouattara. Et même sur le plan africain, d'ailleurs, permettez-moi de saluer Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, qui a fait de ce combat sans faire beaucoup de bruit. Sans faire beaucoup de bruit, mais l'Afrique doit appartenir aux Africains et la Côte d'Ivoire doit appartenir aux Ivoiriens. Comment? Par la manière de faire. Aujourd'hui, vous avez un président qui ne fait pas de communication assez, je vais parler de son excellence Alassane Ouattara, que je salue d'ailleurs, qui ne fait pas assez de communication France dehors, Amérique dehors, non. Lui, il se focalise sur la construction de sa nation et tout le monde a la chance de compétir au marché en Côte d'Ivoire et c'est ce qui fait aujourd'hui du Maroc l'un des premiers partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Nous avons, comme vous l'avez dit, les écoles, les routes, les stades et les hôpitaux qui poussent partout. Il a bien dit, M. Oka, c'est normal. En 15 ans, on ne peut pas finir de construire toute une démocratie. C'est un processus. On commence d'abord avec les infrastructures, mais après, va suivre la mentalité, et c'est la mentalité qui va aboutir sur le volet social, économique, qui va s'étendre sur tout. Quand on prend par exemple le programme du gouvernement, où on dit le programme social du gouvernement, je me rappelle pas à son âme le Premier ministre Amadou Gon, quand il était à la primature, je pense que c'était 100 jours après, il a eu un plateau télé à une des télévisions où il a demandé au niveau du PS-Gouv quels sont les reproches ou les questions que les journalistes pouvaient poser. Moi j'ai suivi le truc en direct, mais il n'y a même pas eu un journaliste qui a pu faire des reproches. Tout va avec le temps. Je pense que le RHDP est sur la bonne voie. Et même, il faut d'abord qu'on reconnaisse cela pour pouvoir mieux, parce que l'administration est une continuité. Le RHDP au pouvoir, on souhaite que, moi mon souhait, en tant que militant, je suis par la base militant du RHDP, que le RHDP dure au pouvoir, mais l'administration étant une continuité, le jour où le RHDP ne sera plus au pouvoir, que les autres prennent d'abord pour acquis ce qui a été réalisé par le RHDP et avancé. C'est en cela que je salue le dernier message du ministre Tidjane Thiam, qui a salué et reconnaître les actions menées et réussies par le pouvoir RHDP. Il a dit tout ne peut pas être parfait, tout d'un coup, c'est le temps qui permettra de tout parfaire. Avant son dernier message, il a aussi glissé un petit message qui a fait l'objet de plusieurs... Vous voulez répondre, vous réagissez certainement. Oui, j'ai suivi M. Doré qui a fait une démonstration en tant que militant du RHDP, mais il faut avoir des éléments et des indicateurs pour pouvoir avoir des analyses pertinentes. Je prends des éléments très simples. Au niveau de l'agriculture, il y a une maison de l'agriculture, c'est terrible. Avant que le président Ouattara n'arrive au pouvoir, l'EVA coûtait aux alentours de 1200 francs. Le cacao autour de 1000 francs. Aujourd'hui, à quel prix est-ce que nos agriculteurs sont livrés? Ils sont livrés à eux-mêmes parce que le cacao à peine il coûte à la réalité 700 francs sur le terrain. On a l'anacade qui connaît une vente terrible parce qu'il coûte à peine sur le terrain 150 francs. On a l'EVA et tous ces éléments qui pourraient permettre à nos agriculteurs de pouvoir vivre convenablement. Et donc, ils sont prolétarisés ceux-là. Prenons le système éducatif. Avant, on nous disait que l'école était payante. Bon, on acquiesce. Aujourd'hui, que l'école, avant quand l'école était payante, elle coûtait 6 000 francs pour les élèves, pour les étudiants. Aujourd'hui, l'école gratuite, elle coûte aux alentours de 60 000 francs par étudiant à l'université. Si vous allez, ils vont vous le dire cela. Donc, ce sont des éléments, entre autres, qui permettent de dire que véritablement, à un certain niveau, le président Ouattara n'a pas suffisamment fait.
Mais n'empêche, quand on finit de dire cela, il y a une embellie au niveau économique. Mais cette embellie économique-là, est-ce qu'elle profite à la majorité des Ivoiriens? J'en veux pour preuve les rapports de l'État de Côte d'Ivoire lui-même qui estime que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est autour de 40%. C'est inacceptable pour un pays qui a un PIB qui est au-dessus de 2 chiffres et qui a une croissance également au-dessus de 2 chiffres. Donc je pense qu'au niveau macro, au niveau micro, il y a plein de choses à faire, à revoir, et j'estime qu'aujourd'hui la solution pourrait venir du PDCA-DA à travers son nouveau président, le ministre Tidjane Thiam. Vous l'avez dit, la solution pourrait venir du PDCI-RDA. Ça nous permet d'entrer, de parler déjà de la question du PDCI récemment. Il y a eu un congrès. Bien avant la tenue de ce congrès, le congrès a été reporté. Il y a eu beaucoup de spéculations. Vous qui êtes militant du PDCI, dites-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé dans le fond pour que le congrès soit reporté ou annulé. Alors, il y a 2 militants du PDCA-DA qui ont incité en justice contre le parti, estimant qu'il y avait une certaine forme d'opacité dans la gestion du processus électoral, estimant qu'ils n'étaient pas membres du collège électoral qui avait droit à voter. Et ils ont égrené un certain nombre de choses, mais qui, à la réalité, n'avaient pas lieu d'être, parce que, à la réalité, tout se décidait au Congrès, et conformément aux dispositions statutaires, notamment l'article 56, qui a pouvoir pour valider la candidature. Ils ont estimé, par exemple, que le ministre Maurice Kakou-Gikawe n'était pas éligible, et cela venait du comité électoral, ce qui n'était pas vrai. Cela a été réitéré au bureau politique du 16 décembre et encore une fois au congrès du 22 décembre. Donc je pense que c'est un tohu-bohu qui a eu lieu, qui n'aurait pas dû avoir lieu. La preuve, ils se sont excusés et le congrès s'est tenu convenablement. D'accord, très bien. Vous avez suivi certainement de près l'actualité au niveau du PDCI-RDA, l'annulation, après le congrès qui s'est tenu et le nouveau président élu. Quand vous regardez, quelle est l'analyse que vous faites? Qu'est-ce que cela augure, un nouveau président, le 3e du genre? Je voulais d'abord signaler que je suis sur ce plateau en tant que diplômé de l'Institut Amadou Gon. Et donc, je n'ai pas mandat du parti pour venir défendre le bilan du parti sur le plateau. C'est pour ça qu'il y a certains points que je ne peux pas rentrer en profondeur et je ne veux même pas rentrer en profondeur. Mais ce que je peux déjà dire en ce qui concerne le congrès du PDCI, c'est la politique. Et il faut accepter la politique avec tous ces imprévus. D'abord, un parti politique est une association politique qui laisse primer les idées politiques qui vont au-delà, peut-être même souvent, des statuts. Ouais. Il y a eu des militants qui se sont opposés à la tenue du congrès et je salue la grandeur et la hauteur d'esprit des leaders et même des militants du PDCI qui ont su, les leaders, calmer leurs militants qui s'étaient déjà déplacés jusqu'à Abidjan pour la tenue du congrès qui a été annulé sine die. Et là, il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de violence. C'est cela la marque de fabrique du PDCI qu'il faut saluer. Mais il faut que le PDCI revoie certaines choses en interne. Moi, quand je regarde à distance, parce que je ne suis pas un militant du PDCI, donc il y a beaucoup de détails que je ne maîtrise pas. Bien entendu. Mais il faut que le PDCI regarde à distance, même si ça avait été notifié verbalement à certaines personnes qui n'avaient pas été candidats, qui ne pouvaient pas être candidats. Je pense que la méthode a été mal choisie. Il faut laisser les statuts et les tests aller au bout, ou même prendre le temps de tout baliser en réunion politique. Vous avez eu la possibilité de vous entretenir en réunion politique. Pourquoi ne pas régler tous les soubresauts en réunion politique et puis laisser les gens aller? Ça fait quand même une mauvaise presse au niveau du PDCI. Mais ce qui est bien, en tout cas je l'ai dit tantôt, c'est de saluer la forme qu'ils ont pu avoir de maîtriser les militants qui étaient déplacés sur Abidjan et la tenue avec succès de l'Assemblée qui a eu lieu à Yamoussoukro. Et comme je l'ai dit tantôt, je félicite encore une fois de plus le ministre Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam pour sa brillante élection. Et je souhaite que la confiance qui lui a été accordée par la base du PDCI, qu'il soit à la hauteur de cette confiance. Le nouveau président a été plébiscité face à Jean-Marc Yassé. Vous qui êtes militant du PDCI, alors quelle est l'interprétation que vous faites? Est-ce dit c'est l'homme vraiment de la situation? Le PDCI attendait vraiment, entre griffes, un sauveur qui est Non, l'analyse selon laquelle le PDCI attendait un sauveur est une analyse que je ne partage pas. Okay. Je pense que c'est une adhésion massive
au regard de la dimension et de la stature de l'homme. Tidjane Thiam incarne un certain nombre de valeurs, notamment qui sont celles de la Côte d'Ivoire d'antan, de rigueur, de travail, d'excellence, de promotion de l'excellence, et qui pourrait donner l'opportunité au PDCRDA de revoir le pouvoir d'État afin que nous puissions mettre, comme je le disais tantôt, une fois pour toutes en œuvre le projet tant cher au président Emery Konan Bédié, qui sera de faire en sorte qu'il y ait le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Et donc, entre autres, les militants du PDCRDA ont estimé qu'en l'état actuel des choses, le ministre Tidjane Thiam était la personne la mieux indiquée et la mieux outillée pour le porter jusqu'à la présidentielle de 2025. Est-ce que, comme certains le disent, on entend un peu partout, est-ce qu'il fait peur au RHDP, Thiam? Manifestement, on pourrait le dire, parce que on a vu juste quelques jours après sa dernière sortie où il expliquait qu'il n'était pas économiste et qu'il était ingénieur, la sortie de tous les ministres du RHDP qui se sont succédés, notamment M. Bakongo, le ministre Mamadou Touré qui a encore réagi il y a 2 jours. C'est normal, c'est l'adversité politique. Je pense que sur le champ politique, il peut y avoir ce genre d'échange-là, mais Tidjane Thiam est un homme qui a de la carrure, qui a de la capacité et qui peut suffisamment bousculer le RHDP. Et eux, leur objectif principal, c'est de se maintenir au pouvoir, et quitte à eux d'essayer plus ou moins de mettre en difficulté le président du PDCRDA. Je pense que c'est le jeu politique qui demande cela, et nous on fait avec. Est-ce que le RHDP devrait craindre le nouveau président du PDCI-RDA, ou c'est une technique politique? D'abord, ce que je tenais à souligner, la victoire ou la brillante victoire du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA est la résultante de 30 ans de lutte du président Alassane. Ah bon? On a encore vu aux élections régionales tout passé, tout près là, qui se sont déroulées le 2 septembre, où certains candidats ont été taxés parce qu'ils ne sont pas originaires de ces régions, ils ont été taxés d'être des Maliens ou des Burkinabés et autres. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce débat est derrière nous. Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam, en aucun cas ne pourra faire peur au RHDP quand je regarde l'organisation du parti sur le terrain. C'est vrai, le terrain politique se veut dynamique et c'est ce qui suscite ce genre de débat. C'est normal qu'il y ait ce débat. Mais quand vous avez des gens qui ont des maires partout sur tout le territoire national, des gens qui ont la majorité à l'Assemblée nationale, des gens qui ont la majorité au niveau des élections régionales, qu'est-ce qui peut les effrayer dans un intervalle de 2 ans? Il suffit juste qu'il y ait une simple cohésion et une convergence de vues entre ces esprits pour que 2025 soit plié, comme on le dit. Le temps de l'élection et du président Tidjane Thiam à 2025, je trouve que le temps est vraiment short pour qu'il fasse peur pour le moment au RHDP. Mais c'est une bonne carte pour le PDCI. Très bonne carte pour le PDCI, vous le dites si bien. Est-ce que le PDCI, dans sa configuration actuelle, pourrait remporter les élections de 2025 avec une opposition qui est émiettée? Alors, je voudrais revenir à un élément qu'a relevé M. Doré tout à l'heure. Il a relevé le fait que le ministre Tidjane Thiam devienne président était dû au fait que le président Laurent Gbagbo ait mené une bataille de 30 ans. Je ne sais pas où ils vont en venir. Le président Ouattara Alassane aurait mené une bataille depuis 30 ans. Je ne sais pas où ils vont en venir. S'il veut parler de la question de l'ivoirité, je veux dire, le PDCI a défini l'ivoirité comme l'acceptation de la différence culturelle ivoirienne. C'est-à-dire quand tu quittes par exemple Paris, que tu arrives à Abidjan, ce qui te permet de reconnaître la Côte d'Ivoire. Tu prends un plat de garba, tu vois du chocolat, made in Côte d'Ivoire. C'est cela pour nous l'ivoirité, si c'est ce que vous voulez dire. C'est le cas en France. Par exemple, le Make American First Again, qui a été développé aux États-Unis par Obama, Macron et tous les présidents américains. Et c'est le cas, par exemple, quand tu arrives au Gabon, on te dira, le Gabonais d'abord. Primauté est donnée dans tous les États du monde aux ressortissants de ce pays-là. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier à aller dans ce sens-là. Ensuite, pour revenir à votre question, je pense que la structuration actuelle du PDCRDA sera revue en tout état de cause, parce qu'un congrès, c'est la possibilité de renouveler tout le personnel politique. Et donc, le secrétariat exécutif sera revu. Les membres de toutes les délégations seront revus, ainsi que les structures spécialisées, notamment les femmes, les jeunes. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on sera beaucoup plus percutant pour regarder 2025. Est-ce que vous pensez que le PDCI gagnerait à se lier à l'opposition, à reconstruire cette opposition? Sinon, comme vous l'avez dit, pour 2025, ce n'est pas de toute évidence. Moi, ma proposition pour l'opposition, je souhaite et je veux que la politique se fasse
avec assez de responsabilité. Il faut que chaque parti s'assume. C'est-à-dire? Si tu es PDCI, tu t'organises en tant que PDCI pour couvrir le territoire national et aller à la conquête de la présidence en 2025. Comme actuellement le RHDP. Comme actuellement le RHDP. Moi, mon problème même d'ailleurs, j'ai toujours critiqué cela. Quand on va, souvent on dit, on se met ensemble, après on fait un gouvernement d'union nationale. Ce sont des choses qui ne produisent pas. On n'a pas les mêmes idéaux politiques et quand on est bien formé, en fait c'est ça, c'est ce qui aussi fait le problème des Africains. Les militants, les Africains ne prennent pas le temps de former les militants. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans un parti politique qui ne connaissent pas les idéaux de leur parti politique. Donc vous allez prendre des gens de la gauche pour les mettre avec des libéraux, le résultat c'est zéro. Mais quand chacun s'assume et en tant qu'entité politique, vous arrivez à rentrer au palais présidentiel par votre force, vous avez la latitude et la liberté d'organiser votre gouvernement comme vous voulez pour atteindre vos objectifs. Je pense que c'est ce qui a permis aujourd'hui au RHDP à être où il est au niveau de la réalisation des infrastructures qu'on a en Côte d'Ivoire. Parce qu'aucun ministre n'a deux patrons. Tous les ministres ont un seul patron, c'est le président de la République. Si tu fais mal, il te met dehors et il te fait remplacer. Mais quand on fait un gouvernement d'union, même quand le président veut taper, il suffit qu'il aille voir celui avec qui le président a signé son accord et puis il appelle le président et puis les choses changent. Donc je propose que tout le monde aille en tant qu'entité politique et que chacun s'assume sur le terrain. Merci Emmanuel Oka, je rappelle que vous êtes juriste, militant du PDCI. Merci d'avoir pris part à ce Merci débat. M. Oumar, c'est moi qui vous remercie. Merci également à Koulibaly Doiri, diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Koulibaly. Merci, le plaisir est vraiment partagé. Avec vous, nous avons parlé de politique et nous avons essayé de discuter pour voir comment le PDCI se prépare pour 2025. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1 et surtout, excellente année 2024 et à toutes et à tous.